Bienvenue tout le monde dans le trio, accessoirement duo aujourd'hui, parce que Yann, bon, j'allais encore inventer de quoi sur sa faute, C'est mais pour une fois, il y est pour absolument rien. Donc, on a des petits conflits d'horaire cette semaine, là, fait que ça arrive, qu'est-ce que vous voulez. Des fois, c'est Ben en écoute, dehors de notre c'est contrôle. tel- c'est tellement mieux en surf and turf. Ouais, c'est ça, c'est tellement bien en surf and turf. Écoute, cette semaine, ben, c'est ça, je voulais revenir, avec toi sur 2 affaires parce que bon là, on a déjà fait un podcast sur, Hydro-Québec, mais ça fait quand même longtemps là. C'est dans les, j'étais allé C'était le 37e quand tu ouais, l'as envoyé. puis j'étais allé checker, tu sais, la vidéo, puis j'étais comme: «OK, c'est filmé dans mon ancien appartement, puis ça fait 2 ans que je vis ici, là». Fait que ça fait quand même ça fait quand même un petit bout. Fait que, je pense que ça vaut quand même la peine d'y revenir parce que là, cette semaine, je vais le faire apparaître à l'écran quand même, le personnage, important du podcast. Mais pour une fois, il est à l'honneur quand même, pas pour des si mauvaises Ah! raisons que ça. Donc, le préféré ou le mal-aimé, c'est selon les préférences, Pierre Fitzgibbon est sorti dans les derniers jours disant qu'il voulait déposer une loi permettant, dans le fond, la production privée d'hydroélectricité. Bon, le classique, là, ce serait par exemple, parce que ça existe déjà, mais c'est des mesures d'exception négociées un peu à la pièce, là, de ce que je comprends. Par exemple, si vous allez au Saguenay-Lac-Saint-Jean, Rio Tinto, Alcan, pour les locaux, ont leur propre barrage. En fait, c'est ça même qui détermine la hauteur de l'eau dans le lac Saint-Jean. C'est eux autres qui ont la gestion de ça, mais leur courant sert uniquement à de la gestion interne. Donc, ça, dans le fond, ils produisent l'électricité pour leurs propres besoins, mais n'ont pas le droit de la vendre. Et là, ce qu'ils voudraient permettre, c'est que ce genre d'entreprise-là, il doit en avoir, je ne suis pas un spécialiste de cette question-là, mais il doit en avoir un peu partout au Québec, des cas comme ça, là, d'entreprises qui, pour toutes sortes de raisons, produisent leur électricité. Puis ils voudraient permettre à ces entreprises-là que si, par exemple, une entreprise ben, de la même ville ou peu importe, besoin de courant, ils pourraient se brancher sur leur réseau au lieu de se brancher sur Hydro. Et là, écoute, ça a produit un mental breakdown, mais généralisé entre autres chez les nationalistes québécois, là. Donc, PSPP, le gars là, qui veut nationaliser le vent chez QS, là, Ah oui, c'est vrai, les gisements, Arun. les gisements éoliens. Oui, les gisements de vent, c'est ça. Après ça, Elsie Lefebvre, bref, toute la même gang que d'habitude. Là, la CAQ allait, là, ils vont détruire le modèle québécois, détruire Hydro-Québec. Le soleil ne se lèvera plus, puis les vampires vont sortir dans la nuit pour s'abreuver de votre sang. Tu sais, gars, c'était presque ça, là. Et là, toi, tu as fait quand même un tweet qui a été viral, là. En fait, je ne sais même plus comment on appelle ça à cette heure que c'est X, là. Je ne sais pas si on appelle ça faire un Moi X. non plus, Fait qu'on va rester ça à, me cause on va une rester à confusion. tweet. On va rester à tweet pour les besoins de la conversation. Et toi, tu as fait un tweet qui, grosso modo, reprend des affaires qu'on avait déjà jasées dans le podcast, mais c'était systématiquement expliqué point par point. Puis je pense que ça pourrait être pertinent d'y revenir. Donc, le tweet s'appelle Il est temps d'arrêter les mythes sur l'histoire de l'électricité au Québec et sur l'histoire d'Hydro-Québec. Je me souviens dans le premier podcast, tu avais parlé là, de l'hydroélectricité en Ontario. Tu sais, c'était beaucoup historique, là, mais je vais le faire apparaître à l'écran. On peut peut-être prendre là, les points de manière plus Ouais. systématique, là, parce que je trouve que c'est important Ben écoute, d'y revenir, là. ben avant, j'aimerais ajouter quelque chose. Ce qui se passe avec la réforme qui est proposée, puis elle n'est pas encore mise de l'avant, là, elle est uniquement une Mhm. phase Elle de est dans l'air, là. discussion, elle est dans l'air. Les ventes, les ventes, c'est pas que Hydro-Québec serait obligé d'acheter au prix du marché des quantités produites et ensuite le distribuer aux consommateurs. C'est vraiment des ventes de gré à gré entre des parties privées. Et Ouais, c'est ça. ça veut dire c'est c'est infime comme marché et ça implique quand même Hydro-Québec et son réseau de transmission qui devra être utilisé. Donc, c'est pas, oui, c'est une Ouais, ouais. brèche et je suis content qu'elle soit là, mais c'est une brèche littéralement insignifiante. Largement parce que l'autogénération, c'est pas un truc particulièrement important. Ça l'était au tournant du siècle.
surtout dans les industries lourdes, mais c'est plus le cas aujourd'hui, surtout que les industries lourdes au Québec, il t'en reste quelques-unes, mais le Québec est largement une économie de services. Donc, la génération, si cette libération devait aller de l'avant, je serais surpris que les ventes de gré à gré représentent plus que 0,5% du volume de toute la génération qu'il y a au Québec. Si c'est Ben, plus que ça, je serais très surpris. la seule bonne nouvelle pour nous et mauvaise nouvelle pour ceux, par exemple, qui veulent rien savoir, puis je sais pas pourquoi, mais apparemment, ils tiennent à un monopole, mais mordicus, alors que pour eux, alors que il y a 2 semaines, ils nous disaient que dans l'alimentaire, le problème, c'est qu'il n'y avait pas assez de concurrence, que c'était un oligopole, puis que les prix étaient déterminés entre. Mais là, quand c'est le temps de l'électricité, le monopole public, c'est vraiment génial. Mais dans le fond, le seul truc positif qui peut arriver de ça, c'est que pour le peu de cas où ça va fonctionner, ça va assez bien fonctionner que d'autres personnes vont vouloir le faire aussi. Mais en fait, Ou vouloir se brancher sur ce service-là. Là. Et ça pourrait, mettons, entraîner d'autres demandes. effectivement, C'est une ouverture. en fait, je ne sais pas s'ils vont permettre des réseaux de transmission alternatifs d'émerger, parce que c'est possible. Il y a des petites pochettes de place où est-ce que Hydro-Québec ne fait pas une transmission de très haute qualité ou que le type de ligne utilisé n'est peut-être pas celui qui est nécessaire. Il pourrait avoir dans un petit endroit limité un service et dont, là, par exemple, quelques ménages additionnels pourraient se connecter pour un frais. Je ne pense pas que c'est impossible, mais je pense que ce qui est beaucoup plus pertinent, ça serait de, de permettre des réseaux d'autogénération à côté et même que les gens qui mettent des éoliennes sur leur maison puissent eux-mêmes, pas des éoliennes, des panneaux solaires, puissent revendre des surplus si nécessaire. Mon collègue, par exemple, ici, John Schultz en Virginie, fait ça. Donc, de permettre à tout le monde d'être un producteur, si c'est possible, et notamment d'avoir des gens d'ouvrir des mini-centrales et Ouais. de revendre des surplus à Hydro-Québec, ça serait beaucoup mieux que ce qui est discuté présentement, même si ce qui est discuté présentement est mieux que ce qui existe présentement. Ben, c'est ça, c'est mieux que rien. Là. Et là, bref, on a toute la série de clichés là, qui est mis Ouais, de l'avant. c'était Là. ça qui était particulièrement irritant. Je D'ailleurs, pense. un autre truc, c'était pas, c'est pas, ils utilisent le mot privatisation, mais ça te montre le manque de culture qui existe. C'est pas une privatisation. Une privatisation, c'est que tu cèdes un actif par vente ou aux travailleurs de la société en question. Il n'y a aucune Ben session, il n'y oui. a aucune action d'Hydro-Québec qui va être cédée. Ben Il n'y a non, puis aucun. Ça s'appelle une libéralisation. C'est pas pareil, c'est deux choses complètement ouais, puis que la différentes. libéralisation très soft. Là. Oui, c'est ça. C'est très, 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 très soft. Là. Mais j'écoutais, je voyais des réactions de gens. Là, c'est comme si tout d'un coup, le monopole d'Hydro avait été vendu à un milliardaire quelque part, puis ça allait devenir privé. Puis là, les gens comparent ça avec l'Europe, la France. Puis Yep. là, t'es comme, mais c'est du n'importe Non, ils ne quoi. savent pas de quoi ils parlent. C'est du n'importe quoi. Là. La seule chose dont on parle ici, c'est de permettre à des gens qui produisent l'électricité pour leur propre bien de le vendre, comme tu le dis, de gré à d'autres privés. Pour l'instant, de ce qu'on comprend, ce serait que des entreprises. Donc, moi, je pourrais même pas dire ben, je peux-tu me brancher ma maison sur Ah, ça, l'Alpi? j'avais pas compris ça en plus. C'est encore plus limité. Ben là, en même temps, on le sait pas parce que le truc n'a pas été déposé. Peut-être au moment où ce podcast-là est rendu sur YouTube, les gens vont avoir plus d'infos que ce qu'on en a en ce moment parce que c'est toujours à peu Peut-être. près un mois plus tard, là, mais ça reste comme ça. Donc, j'y vais avec le premier point du déboulonnage du mythe. Tu dis Hydro-Québec a une productivité multifactorielle tout entrant combiné qui chute sans cesse depuis 1981. Et là, je vais venir à un graphique après. Certains essaient d'excuser ça en utilisant des explications ad hoc étranges, mais la même statistique pour des marchés avec plus de participation du privé montre plutôt une croissance depuis les années 80. Mhm. Et là, tu donnes des références à ça. Je vais le mettre à l'écran, le tableau, mais je pense que c'est un peu ésotérique là, pour les gens qui ne connaissent pas ça. Ça veut dire quoi, ça? Mais ça s'explique bien facilement. C'est que il faut que tu sais, ce que je réussis à produire, j'utilise des travailleurs puis j'utilise du capital pour le produire. Ben, quand tu dis productivité multifactorielle, c'est comment tu utilises le travail puis le capital pour produire ce que tu produis.
C'est-à-dire, c'est à quel point tu es efficace en utilisant les ressources que tu as. C'est juste ça que ça veut dire. C'est pas particulièrement difficile à estimer si tu as des bonnes données sur le travail, sur tout. Et le résultat ici, c'est ce que ça devrait dire, c'est l'efficacité globale. C'est Ouais. vraiment ça le synonyme que tu as. Productivité multifactorielle, c'est l'efficacité globale d'une firme. Puis, ça ne tient pas compte de si tu produis beaucoup ou très peu. C'est pour chaque unité que tu produis, est-ce que tu es particulièrement bon pour la produire avec les ressources que tu as? Ce que tu devrais vouloir, c'est que ça augmente parce que ce que ça voudrait dire, c'est que globalement, chaque truc que tu produis, tu es, de plus en plus capable de le produire, de plus en plus efficace à le produire, Ben oui. indépendamment de la quantité que tu produis. Ce qui normalement est le cas dans à peu près n'importe quelle industrie qui poursuit dans le temps. Je veux dire, par exemple, si tu regardes le milieu pétrolier, on va dire, restons dans l'énergie, ben c'est, je veux dire, aujourd'hui, avec la même parcelle de terre, la même quantité d'énergie, tu es plus capable d'extraire le pétrole du sol que tu pouvais le faire, on va dire, en 1940. Où tu n'avais pas la même qualité de machinerie, tu n'avais pas les travailleurs avec la même expertise, tu n'avais pas la même technologie, tu n'avais pas des ordinateurs capables de pouvoir calculer à quelle profondeur est le gisement exactement. Tu ne pouvais pas faire les plateformes sur mer comme tu peux le faire aujourd'hui. Fait que, comment on peut Écoute, expliquer que. mais je vais mettre aussi le truc. Quand tu regardes aux États-Unis, là, les données, c'est utilities. OK? Mhm. C'est-à-dire, ça, c'est les générateurs d'électricité à toute fin pratique, la distribution de services. Pour ce secteur-là, aux États-Unis, où est-ce que le marché est privé, au Québec, c'est à peu près moins 1% par année la productivité multifactorielle, donc l'efficacité globale. Aux États-Unis, en Grande-Bretagne, en France, en Allemagne, même en Italie, qui n'est pas du tout un exemple de performance très, très glorieuse, Non. c'est toujours en haut de zéro. Aux États-Unis, l'année passée, parce que là, je suis sur le site du BLS, l'année passée, effectivement, dans la dernière année pré-pandémique, je devrais dire, la croissance, cette année-là, était de 4%. Puis c'est à peu près proche de la moyenne historique pour l'industrie en général. Donc, les gens, là, quand ils disent ah, il y a plein d'excuses, parce que c'est ça, c'est le truc classique des gens qui se fait ça. On va trouver une explication de blablabla, blablabla. Ouais, c'est un peu comme les gens qui disent que les routes sont C'est pas en le. bon état parce qu'on a l'hiver. Là. Exactement, mais quand tu brises ça, tu arrives à quelque chose de complètement différent. La croissance, en fait, là, je l'ai ici, depuis 1990 pour utilities est systématiquement en haut de zéro. Systématiquement en haut de zéro par des proportions assez importantes. Donc, puis surtout depuis 2007, là, c'est positif. Fait que c'est de la bullshit. C'est de la bullshit, cette affirmation-là. Puis Hydro-Québec est juste pas performant. Puis je me Surtout que souviens. rappelons que ce graphique-là, c'est Hydro-Québec lui-même qui le rend disponible dans son rapport, je Non, pense. non, non, C'est sur celui-là, la c'est pas baisse. Hydro-Québec. C'est le Centre sur la productivité et la prospérité OK, de, OK, OK. de HEC. Des méchants, parce que c'est HEC, right? Ouais, Si t'écoutes, HEC, ça, c'est c'est quasiment d'extrême droite, ça. Là. c'est ça, c'est ça. HEC, là, c'est des méchants. Euh, En tout cas, mettons ça de côté. Fait que Hydro-Québec est juste pas performant. Puis l'autre exemple qu'on a de ça, c'était un des points qui était plus vers la fin. C'était Claude Garcia pour l'Institut économique de Montréal en 2009. Ça serait encore pire aujourd'hui si on pouvait mettre le chiffre à jour. Ouais, ça, c'est le 7e point. Je peux lire Oui, c'est comment ça. tu l'avais écrit. Donc, 7e point, puis on reviendra au début après. Claude Garcia a comparé les gains d'efficacité potentielle de Hydro-Québec si celle-ci performait comme la firme moyenne de génération et de distribution en 2008. La réponse, 2,1 milliards en réduction de coûts. C'est massif. Et ça, c'était avant la lubie des éoliennes qui ont fait planter la productivité du capital chez Hydro-Québec. Yep. Hey, je remarque qu'il manquait un mot dans ce paragraphe-là, c'est la firme moyenne de génération et de distribution américaine. Donc, tu compares avec des firmes privées qui sont en compétition. Mais si tu disais, s'ils avaient le même niveau d'électricité générée par travailleur et le même niveau d'électricité générée par dollar de capital, excuse-moi, par capacité installée, à quel point Hydro-Québec épargnerait en dépenses de fonctionnement? La réponse en 2009, c'était 2,1 milliards. Je ne me souviens pas c'est quoi la proportion des dépenses totales, mais
c'est probablement une réduction de coût de 3 à 4 là. Juste pas d'être particulièrement bon, juste d'être aussi bon que la firme moyenne américaine. Mhm. Tu réduirais les dépenses d'Hydro-Québec de 3, 4, 5, 6 quelque chose comme ça. J'oublie exactement la proportion, mais 2,1 milliards, juste dire ça de même, c'est l'équivalent presque de doubler, à cette époque-là le dividende que Hydro-Québec rapporte à l'État. Je ne pense pas que c'est une bonne mesure parce que, par définition, ça veut dire que tu donnes à l'État plus de choses pour dépenser inutilement. Mais mettons ça de côté pour 2 secondes. Ouais, ouais, ouais. C'est quand même gigantesque, là. L'effet de cette différence de coût-là est assez considérable. Hydro-Québec n'est juste pas une firme performante. OK? Il faut arrêter de se mentir, il faut arrêter de prétendre. C'est un monopole public et dont le seul objectif, et ça a toujours été le cas depuis sa fondation, c'était un outil politique et non pas un outil économique. On n'arrête pas d'essayer de prétendre que ce l'est, mais même dans ses premiers, dans son espèce de. Là, c'est le clip que tous les péquistes aiment beaucoup participer. C'est le clip de René Lévesque qui explique pourquoi il faut nationaliser l'électricité. Puis il dit, ben, on va prendre notre pouvoir en main, nous, il dit, nous, les francophones, à toute fin pratique. Ben, ce qu'il est en train de dire, c'est que. Puis c'est ça la défense qu'il fait avec Hydro-Québec, c'est là que les Québécois francophones ont réussi à avoir leur gros job puis de percer. Oui, mais tu es en train de le dire. Tu es en train de dire que l'objectif est un objectif politique, non pas un objectif économique. Donc, Ouais. par définition, s'il y a un objectif politique, ben, il y a probablement des bonnes chances que la performance sur le standard économique pur est probablement pas aussi bonne que ce que tu essaies de faire croire parce que tu essaies de servir deux objectifs en même temps. Mais l'argument qui revient tout le temps, et puis ça nous amène à ton deuxième point, c'est ouais, mais les tarifs sont plus bas, donc plus bas qu'ailleurs, donc c'est la preuve que ça marche. Puis si on privatisait, ou si on libéralisait plutôt, je pense que c'est le meilleur terme, les tarifs exploseraient, CF, la France et compagnie. Et toi, tu dis, deuxième point, le Québec a des bas tarifs d'électricité aujourd'hui en Amérique du Nord. C'était vrai aussi dans le temps que c'était privé. Image numéro 2 auquel on va venir. En fait, les prix baissaient très vite à l'époque et plus vite qu'ailleurs. Image numéro 3. Le Québec a toujours eu, grâce à sa géographie, des coûts de production très bas. Pourquoi, dans ce cas, existe-t-il l'impression que le Québec était une place atroce? Parce que les partisans de la nationalisation voulaient comparer avec l'Ontario systématiquement. Ça nous fait penser à M. Legault et sa gang. Qui était le seul endroit qui avait nationalisé et qui avait des prix plus bas. Cependant, ils oubliaient de mentionner que l'Ontario avait une politique de subvention de la consommation et donc ils payaient avec des taxes plus élevées. Yep. Donc là, on va aller voir le graphique. Je l'ai ici. Je ne sais pas si c'est lui qu'on serait mieux de présenter en premier. Ben ça, c'est celui sur la tendance des prix, mais ça, c'est pour ceux qui sont à l'audio, ça, c'est le prix de l'électricité jusqu'à 1939. Puis ce que tu vois, c'est que le prix passe d'à peu près à Montréal 10 cents le kilowattheure pour le service résidentiel à en bas, ça c'est ajouté pour l'inflation, à environ 2 cents par 1934. À Québec, la proportion, le déclin est à peu près de 12 cents à 3 cents environ. Donc, tu as un gros déclin des prix de l'électricité résidentielle au Québec, plus rapide que n'importe où ailleurs au Canada. Mais aussi, ça c'est l'autre graphique, là. Ça, c'est bien avant la création d'Hydro. C'est ça, avant la première nationalisation en 1944, parce qu'il y a eu 2 vagues de nationalisation, c'est l'autre avant, excuse, l'autre bord. Le Québec avait des prix massivement plus bas. Fait que Montréal, en fait, était la 5e ville la moins chère sur à peu près comme 45 en Amérique du Nord. Derrière Buffalo, mais Buffalo, il faut quand même souligner que c'est Niagara Falls, le site le plus efficace au monde pour la génération d'hydroélectricité. Mais en moyenne, le Québec avait des prix massivement plus bas que les villes américaines ou les villes dans le reste du Canada. Pourquoi? Parce que le climat du Québec est particulièrement favorable d'une certaine manière parce que la fonte des neiges fait en sorte que tu as les rivières, les multiples rivières du Québec ont un débit relativement plus constant et font en sorte que grâce au grand nombre de rivières, tu as aussi un grand nombre de sites très peu coûteux que tu peux harnasser
et donc d'introduire en production. À l'époque, il y a des estimés que le kilomètre, le kilowattheure moyen au Québec coûtait 30 à 45 moins cher à produire qu'en Ontario. Et puis non seulement ça, mais les prix que je présente ici, en plus, il faudrait souligner que c'est les prix pour les résidentiels. Les prix pour l'industriel étaient encore plus bas. En Mhm. fait, malgré les subventions de l'Ontario, ils étaient plus bas au Québec. Pourquoi? Parce que l'industriel avait la capacité d'autogénération et souvent, ils avaient leur propre turbine ou des choses comme ça. Et les compagnies privées, pour attirer le gros volume des grands clients, offraient des rabais beaucoup plus importants que pour le résidentiel. En fait, généralement, le résidentiel était ajouté dans une ville au Québec parce qu'il y avait une usine dans l'endroit qui avait négocié une première entente et ensuite le Ouais. résidentiel s'était connecté. Les prix industriels étaient massivement plus bas au Québec. Les prix industriels, excuse-moi, étaient beaucoup plus bas au Québec qu'ailleurs au Canada, même en Ontario où est-ce que c'était subventionné. Fait que tu avais plus de développement industriel au Québec grâce à ça qu'autre chose. Autrement dit, ce que tu dis un peu, c'est que pour ce sujet-là précisément, on ne peut pas occulter la situation géographique ou l'avantage comparatif que des Yep. territoires comme le Québec avaient. T'sais, vous comprenez que si on s'en va, mettons, en Israël, l'hydroélectricité, c'est difficile. Yep. Puis que ce soit full compétitif, privé, tout ça, ça change. Ils peuvent se faire battre sur les tarifs par un monopole d'État dans un endroit avantagé par la géographie. Mais ça ne veut pas dire que le monopole est meilleur que le privé dans ce cas-ci. Ça veut juste dire que l'avantage conféré par leur territoire est tel que même une société monopolistique inefficace va battre le marché d'ailleurs, finalement. Yep. C'est exactement ça. Puis, il faut ajouter en plus que la comparaison avec l'Ontario est particulièrement. Parce que c'est ça que parce qu'il faut réaliser une chose. L'histoire de l'électricité au Québec est écrite par des caribous. OK? Il faut, Ouais. faut arrêter de se mentir. C'est les caribous qui l'ont écrit et avec une haine, tu peux le lire même dans les textes, une haine de tout ce qui est anglophone. C'en est des fois sidérant. Il y en a des très bons qui sont plus neutres, qui sont plus posés, mais énormément de ce qui est écrit transpire. En fait, un des premiers, c'est le docteur Hamel. Je ne sais pas s'il y a un lien avec Joe Hamel. C'est À possible. Je Québec, pense que oui. je trouverais ça drôle parce qu'il vient de Québec, en fait, peut-être. Mais le docteur Hamel, qui est un dentiste, avait fait campagne massivement. Il avait été un député de l'Action libérale nationale et il voulait nationaliser l'électricité au Québec. Il haïssait les compagnies d'électricité et il haïssait les maudits anglais des compagnies d'électricité. Mais c'est lui qui a écrit, à toute fin pratique, qui a établi le narratif, qui est encore celui qu'on utilise aujourd'hui, alors que lui, dans son narratif, ce qu'il disait, c'est qu'il faut se comparer avec l'Ontario, il faut se comparer avec l'Ontario. Oui, mais l'Ontario avait nationalisé et l'Ontario avait eu, en nationalisant, à mettre une politique de subvention. Et la politique de subvention, c'était de charger plus bas que le marché. Ben, si tu charges plus bas que le marché, les gens consomment plus que ce qu'ils auraient consommé différemment et tu dois payer cette différence-là par des impôts plus élevés. Et les Ontariens se retrouvaient à payer le prix de l'électricité via Mmh. le frais qu'ils payaient, plus la surcharge d'impôts. La surcharge d'impôts, le docteur Hamel ne la mentionnait jamais. Les historiens non plus ne la mentionnaient pas. En fait, la chose qui est particulièrement étrange, puis ça, c'est un autre des points que j'ai dans la liste, là, c'est que Ouais. le Québec a réussi tout ce que je viens de dire, en dépit du fait, puis ça, c'est la quatrième image, que le Québec taxait massivement son industrie de l'électricité. Euh, Écoute, si tu peux sortir le tableau, là, les gens qui ne savent pas ça, mais le gouvernement du Québec voyait l'électricité comme une vache à lait. Vraiment, là, puis ça a toujours été le cas. Ben, Puis c'est ça a toujours incroyable été les le taux cas qu'on voit, là. en total des dépenses, euh, le fardeau fiscal, tu prends toutes les dépenses que les compagnies devaient verser à l'État. euh, En 1925, c'est 16,5 de toutes les dépenses sont pour des impôts et des taxes. 1929, la même proportion, mais dans les années 30, ça monte jusqu'à 33. Fait qu'au final, ce que tu es en train de dire, c'est que 33 du coût de production pour une firme, c'était les taxes et impôts que le gouvernement du Québec Ouais, c'est imposait. incroyable. Fait que le Québec a toujours eu la capacité de générer de l'électricité pas très chère pour les consommateurs. Le problème, c'est que
Et il était capable de faire très bien malgré tout ça. Fait que quand les gens disent aujourd'hui que le Québec a des prix bas, ben non, aujourd'hui, ce qu'on a, c'est qu'on a des prix qui reflètent le fait que le Québec est capable de produire pour pas cher. Mais le prix bas, ça ne veut pas dire que c'est Hydro-Québec qui l'a causé, de un. Ce n'est pas la performance d'Hydro-Québec qui cause ça, mais pas du tout. En fait, tout Non, indique puis, que ça devrait être le contraire. Mais aussi, le coût de l'électricité, le bas prix chargé, qui est un prix réglementé à toute fin pratique, on le paye autrement. On le paye comment? On le paye avec plus d'impôts. On le paye avec le fait qu'en subventionnant la consommation, parce que le Québec a fini par copier l'Ontario, ben, on consomme plus. On consomme plus. Le surexcédent de consommation doit être payé par quelqu'un. C'est payé par l'impôt. Et donc, on paye plus d'impôts qu'autrement. Fait que le différentiel du coût, il est en quelque part. Il n'est juste pas dans le prix. ben Et oui. ben ça, c'est pas parce que je veux dire, c'est pas parce que c'est pas facile à voir que c'est pas là. C'est là, on le sait que c'est là, mais jamais ça s'est mentionné dans la conversation. Euh, le- S'il y avait libéralisation, il- les prix augmenteraient probablement relativement à ce qui sera maintenant, mais on n'aurait pas besoin de taxer autant. Donc, la condition nette des Québécois s'améliorerait mieux que juste avec la privatisation slash libéralisation en même temps. Mais en plus, il n'y a aucune raison de croire que tu te retrouverais avec les affaires, des scénarios catastrophes où est-ce qu'ils font des affaires à l'Allemagne ou à la France. Le Québec, s'il y a un marché ouvert et compétitif, surtout dans la génération, parce que c'est là que ça peut être concurrentiel, pas dans la distribution, il y a plus un cas pour un monopole naturel, tu verrais probablement juste plus de production, plus de output, plus de gains, puis beaucoup plus de gains d'efficacité en général. Ouais, puis c'est sans parler du fait que, comme toute société d'État dans un régime interventionniste, ben, elle est susceptible d'être instrumentalisée à des fins politiques. Comme Yep. tu le disais, c'était son objectif de départ, c'était ça. Mais on le voit là, quand les gouvernements s'enchaînent et qu'on en élit un qui est un peu plus dévisé, protectionniste ou je sais pas quel mot on pourrait utiliser pour ça, là. Mais tu sais, on le voit présentement, là, on essaie d'utiliser Hydro-Québec et ses tarifs d'électricité comme une espèce de levier pour attirer des entreprises en leur faisant miroiter des Ouais. avantages, tout ça. Ce qui normalement, dans un système avec un marché privé concurrentiel, ça, il n'y a pas de politicien qui ferait ça. Là. Venez chez nous, on Ouais, va puis vous ça, brancher sur tel réseau, puis l'entreprise n'est pas au courant. Non, non, ça va être comme ça. ouais, puis ça a plein d'effets négatifs. Puis ça, c'était mon point préféré que personne ne veut noter. C'est que le Québec, là, avec sa politique de subventionner la consommation d'électricité, augmente la pollution. Au Québec, je veux dire, notre génération d'électricité n'est pas particulièrement polluante à cause de l'hydroélectricité si tu établis pollution, surtout sur la base des gaz à effet de serre. Ouais. Mais en faisant en sorte qu'on en consomme plus ici, il y en a moins qui est disponible pour l'exportation. Donc, ça veut dire que juste l'autre bord de la frontière, par exemple au Vermont ou au New Hampshire ou à New York ou au Massachusetts ou au Maine, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on utilise davantage d'électricité, on va utiliser davantage de capacité de génération avec du charbon. Et ça veut dire que ce qu'on a fait, c'est qu'on a forcé les Américains à produire plus de gaz à effet de serre. Ça ne se verra pas, ça, l'effet, dans la comptabilité des gaz à effet de serre, l'inventaire des gaz à effet de serre du Québec. Mais le Québec a forcé les Américains à construire plus d'installations depuis, parce que la politique de subvention a commencé avec la nationalisation. En fait, a commencé avec la première nationalisation parce qu'on a essayé de subventionner l'électrification rurale, de dire aux gens en région, on va vous Ouais. donner de l'électricité moins chère que ce qu'elle vaut. Ben, le final, c'est que tu te retrouvais avec moins pour exporter. Les Américains ont dû installer plus de capacité à générer au charbon. Mais Point même, barre. Fait que tu as exporté de la pollution. D'une certaine manière, tu as comme exporté de la pollution. Tu as exporté une pollution potentielle parce que toi, tu aurais généré plus, tu aurais peut-être pollué un petit peu plus ici, mais au final, ça aurait fait en sorte que les Américains auraient pollué encore moins. Fait qu'au mais même final, l'exemple que tu donnes est bon, mais tu as des trucs encore plus absurdes que ça. Entre autres, les programmes d'hydro et du gouvernement du Québec pour que les gens se débarrassent, par exemple, de c'est. chauffage au mazout ou de chauffage au bois et autres, pour qu'ils remplacent ça par des thermopompes branchées sur l'électricité. Mais savez-vous ce qui se passe quand on fait ça?
on augmente la quantité de gens qui consomment l'électricité. Et dans les périodes de pointe, savez-vous ce qui arrive? Hydro achète de l'électricité à des entreprises comme Énergir. Énergir, ça, c'est le nouveau nom de Gaz Métro, pour leur acheter du courant produit au gaz. Oui, puis en ajoutant à ça, tous les maudits programmes d'efficacité énergétique qu'on subventionne, là, on dit, ben, pour mieux isoler vos fenêtres, pour mieux isoler ça. Tu n'en aurais pas besoin si tu mettais le prix au niveau du marché. Ou si tu en avais besoin, tu en aurais besoin de beaucoup plus petit comme programme. Fait qu'au final, tu te retrouves à devoir dupliquer des efforts que le prix pourrait faire, mais qu'il y a des coûts sociaux qui ne sont pas visibles. Fait qu'il y a des coûts présentement au monopole, puis c'est ça le but du point 5, c'est qu'il y a des coûts du monopole public et de la politisation qui vient avec la monopolisation par le public qui ne sont pas visibles directement dans les états de compte d'Hydro-Québec. Ces Ouais. coûts-là, c'est le fait qu'on doit avoir des programmes de subvention qui sont pour encourager l'efficacité énergétique parce que le prix est plus bas que celui du marché. Tu dois avoir moins d'exportation vers des endroits qui n'ont pas la capacité de produire avec de l'hydroélectricité comme nous, qui est plus propre que le charbon qui est utilisé dans le nord des États-Unis. Donc, au final, ce que tu vois, c'est que tu as des coûts sociaux du monopole qui ne sont pas du tout comptabilisés. Mais après ça, non, 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 nous, on est propre au Québec. Bullshit. Bullshit. Tu forces les Américains à se salir pour avoir l'air plus propre par comparaison. Tu n'es pas noble du tout quand tu fais ça. Non, c'est ça. Ça, tu le dis, c'est le point 5, puis le point 4, on y a touché aussi. Le point numéro 6 est quand même assez sidérant, là, puis il y a plusieurs personnes en parlent. Et ça, je vais être je suis curieux de t'entendre là-dessus parce qu'un des arguments qui revient tout le temps, c'est que je vais lire le point, puis je vais passer le commentaire après. Donc, tu dis Hydro-Québec doit environ 3/4 de ses profits à l'entente Churchill Falls. C'est sidérant parce que ça veut dire qu'Hydro-Québec est profitable en grande partie en raison d'une erreur de prévision économique par Terre-Neuve. Et ça, on en parle souvent de ce truc-là, mais quand c'est soulevé, en général, puis j'ai entendu, je pense, Jean-François Lisée parler de ça en disant que non, 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 Terre-Neuve, on les a pas. Dans le fond, c'est bien correct le deal qui était passé parce qu'eux, il n'y avait pas aucun moyen de la distribuer nulle part, leur électricité, au moment où l'entente était faite. Fait que dans le fond, c'était donnant-donnant, puis ils ont été gagnants autant que nous autres là-dedans. Ben, c'est ça mon. Ben, en fait, non, parce que mon point, c'est que si Terre-Neuve avait su qu'est-ce que le marché allait avoir l'air plus tard, il l'aurait fait probablement tout seul. C'est juste que quand ils ont fait les prévisions sur les prix, sur les coûts de production, sur qu'est-ce qui allait changer dans l'avenir, ils avaient un scénario qui était très conservateur et ils se sont dit, ben c'est mieux qu'on fasse une entente avec le Québec que l'alternative. Mais une fois qu'ils ont réalisé que la prévision n'était pas bonne, ben, ça fait à peu près 30 ans maintenant que Terre-Neuve cherche à trouver une manière de sortir son doigt de cette affaire-là parce que la prévision n'était pas bonne. Sur la base, c'était très rationnel. Le point de Jean-François Lisée était un peu ridicule. C'est parce que c'était rationnel du point de vue de l'époque, Oui. ça excuse tout. Ben, ça excuse rien, ça justifie rien non plus. Ce que ça dit, c'était que ben aujourd'hui, si tu veux vanter Hydro-Québec, il faut quand même que tu soulignes que une partie d'Hydro-Québec vient du fait que Terre-Neuve avait des expectatives de l'avenir qui étaient très conservatrices, qui ne se sont pas matérialisées. Et même s'ils sont peut-être gagnants encore aujourd'hui, ben, s'ils avaient eu la bonne information, ils auraient fait un autre choix, ben, ça n'enlève pas le fait que demain matin, quand ça va être le temps de renégocier, surtout, ben, Terre-Neuve ne va pas demander à ce que les termes soient conservés dans la structure initiale. Ouais. Et lorsque la négociation reviendra, le dividende qui est versé par Hydro-Québec va donc naturellement. Ben oui, c'est ça. Mais c'est un peu, comment je dirais Avec ça? l'effet sonore, bien sûr. Oui, c'est ça. Mais tu as aussi moi, en tout cas, mon impression aussi, c'est que tu as ce deal-là avec Churchill Falls, mais tu as aussi une bonne partie des profits qui doivent venir de barrages qui ont été construits il y a longtemps et dont le coût a été. Ça fait longtemps que le coût a été absorbé par la société d'État. Mais tout ce qui a été construit dans les dernières années, les parcs d'éoliens, tout ça, ça a l'air zéro profitable. Non, en effet, écoute, ça, c'est pour ça que je dis dans le point, je pense que c'est le dernier point à la fin. Si on devait mettre à jour les calculs de Garcia, puis qu'on tenait compte de. Parce que dans le temps, c'était 3/4
avec les conditions de l'époque. Il faudrait mettre à jour tout le calcul de Garcia. Il faut quand même souligner que Claude Garcia, dans le temps, avait passé peut-être 3 mois sur ce rapport-là avec 3 assistants de recherche. Ce n'est pas un rapport qui se met à jour très facilement. Ça prend énormément de temps de collection de données, notamment de collecter tous les rapports annuels des autres sociétés. Mais si, mettons, on pouvait réussir à le faire, bien, tous les indicateurs suggèrent que ça s'empirerait. Je ne sais pas par quelle proportion, mais Hydro-Québec, maintenant, a des coûts beaucoup plus élevés via des installations éoliennes et solaires qui ne sont pas particulièrement efficaces et qui n'ont pas ramené des revenus supérieurs et qui ont plus ajouté à la dette d'Hydro-Québec qu'aux actifs d'Hydro-Québec. Donc, au final, tu te retrouves avec une situation où est-ce que les états financiers d'Hydro-Québec se sont probablement détériorés depuis. Mais comme on sait que Churchill Falls est une constante, bien, la constante doit avoir augmenté en prépondérance du total, étant donné l'évolution des autres variables. Ah, mais on dirait que j'ai de la misère. Je comprends toute la mythologie nationaliste autour de ça. Puis on a tout compris là, avec des personnages mythiques ou mythifiés comme René Lévesque puis Jean Lesage. Je comprends. Là. Mais je me dis tout le temps, à quoi les gens pensent que ressemblerait leur qualité d'offre alimentaire si on avait une société d'État qui s'appelait Manger Québec? Puis que quand tu rentrais dans ces monopoles-là, il y a une seule épicerie là, partout, là, puis ça s'appelle Manger Québec. Tu rentres là-dedans, puis ce que tu as, c'est ce qu'il y a là. T'sais, à quoi vous pensez que ça ressemblerait pour être sans joke? Est-ce que vous pensez que ce serait mieux? La haute gastronomie. Ben c'est ça. Est-ce que vous pensez que ce serait mieux que le système qu'il y a en ce moment? Mais je peux vous garantir une chose, c'est que si jamais dans l'histoire, par une infortune de notre destin collectif, quelqu'un avait décidé de faire ça, ben, on aurait cette même discussion-là aujourd'hui et il y a des gens qui viendraient défendre ce modèle-là. Ben non, franchement, justement, avec notre société d'État, Manger Québec, là, les tarifs du pain puis du lait puis de tout ça, c'est capé par le gouvernement. Ailleurs, ils ont subi de l'inflation. Regardez, nous autres, on est protégés de ça grâce à notre beau monopole. Bien, il y a un exemple de ça dans la dernière présidentielle française. Et en fait, tu avais Jean-Luc Mélenchon qui parlait de bloquer les prix de la baguette. Et pendant longtemps, en France, tu avais un prix contrôle sur la baguette. Ça, c'est un collègue français qui m'a appris ça. Ça m'a vraiment sidéré. Mais ça, c'est une vieille affaire. Tu as eu mais la personne, il y a une mythologie qui s'est construite autour du prix contrôle de la baguette et le blocage des prix de la baguette. C'est sûr que si tu faisais ça au Québec, tu aurais la même chose. Mais il faut quand même se souvenir que ceux qui investissent le plus dans ces mythologies nationales-là, c'est les politiciens. Au final, le politicien est une créature intéressée comme toi puis moi. Et c'est sûr qu'il veut que sa réputation y ait l'air d'être un héros ou un père de la nation. Mais je m'excuse, mais il faut arrêter d'aduler des leaders politiques. René Lévesque était peut-être un homme qui avait des convictions assez impressionnantes puis des idées uniques pour son époque, puis un certain courage politique, mais ça ne change pas le fait qu'il est comme les autres politiciens. Puis quand tu lui donnes la chance d'écrire, en fait, de respecter l'idiome de Napoléon, que l'histoire me sera généreuse parce que j'ai l'intention de l'écrire, bien, au final, c'est ça qui s'est passé. C'est lui qui l'a écrit, l'histoire de l'électricité au Québec. L'histoire alternative n'est pas écrite, mais ben non, c'est ça. Une histoire alternative est beaucoup plus simple. Tu as un monopole d'État sur la distribution parce que c'est un monopole naturel, mais pas de monopole sur la génération. Ou même tu as un monopole privé réglementé sur la distribution, mais pas sur la génération. Tu laisses la concurrence. Puis probablement que le résultat serait supérieur à ce qu'on a observé aujourd'hui. Il n'y a aucune raison de défendre le monopole d'Hydro-Québec sur des terrains d'efficacité économique. C'est pour ça que le réflexe vient tout le temps sur des trucs de caribou ou vous appelez ça les caribous. Moi, je préfère les nationalistes de cabane à sucre. On parle du même monde. On parle du même monde. Toute franchise. C'est le seul réflexe qui reste parce que c'est un réflexe émotif. Mais ceux qui l'ont créé, c'est des gens qui sont politiquement intéressés
puis qui veulent que vous achetiez cette affaire-là, puis vous l'avez acheté hook, line and sinker sans vous poser la question sur les faits historiques. Oui. Et, tu sais, je pense que tu fais bien de le rappeler. Moi, en tout cas, si on lit entre, pas si on lit entre les lignes, mais si on regarde ce ce qui motive le politicien en général dans son action, moi, je pense pas qu'ils défendent tant que ça Hydro-Québec dans le concret. Ce qu'ils défendent, c'est leur propre héritage politique. Autant les libéraux que les péquistes sur cette question-là. Parce que les deux ont été impliqués dans cette grande aventure-là, là, qui est Hydro-Québec, les libéraux parce qu'à l'époque, Lévesque était un libéral et les péquistes parce que Lévesque, ben, c'est ce qui l'a fait connaître et qui ensuite l'a amené au PQ. Puis après ça, tu as eu Robert Bourassa, puis bon, tu as eu toute une histoire d'ailleurs, juste un petit reliée à truc ça. comme ça. Mais juste dire ça, c'est que dans le fond, il n'y a personne dans ces familles politiques-là qui veut payer le prix de dire la vérité, qui probablement peut-être connaissent sur ce monopole-là, parce que ça signifierait se mettre à dos une partie des sympathisants, une bonne partie soit des anciens chefs ou des anciens députés, tout ça, qui ferait inévitablement une sortie du genre PSPP a renié l'héritage de René Lévesque, il a trahi l'esprit de la Révolution tranquille, blablabla. Et même chose pour les libéraux. Donc, il n'y a personne, en fait, qui a le courage de payer le prix pour dire ces choses-là. Moi, c'est ce que je pense. Écoute, et aussi dans la question de la nationalisation de l'électricité, puis ça, je pense que ça va faire chier beaucoup les caribous, ce que je t'avais de dire. Mais il y a un article qui mérite d'être écrit sur un gars qui s'appelle Eric Kearns, qui n'est pas très connu, mais il était ministre du Revenu dans le cabinet Lévesque et était probablement beaucoup plus sérieux dans le cabinet Lévesque, dans le cabinet Lesage, il était probablement beaucoup plus connaissant et comment je pourrais dire ça? Érudit, avec une compréhension de plusieurs questions. Et Kearns était un des acteurs qui a poussé discrètement pour la nationalisation puis qui a appuyé, si je me souviens bien, Lévesque. Puis là, je me demande si je suis en train de faire une erreur avec un autre personnage. Mais Lévesque, en gros, là, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il s'est donné le beau rôle dans cette histoire-là de l'acteur principal, du grand joueur. Alors qu'en réalité, probablement pas. Il n'y a peut-être pas eu l'effet qui dit qu'il y a eu, ou bien il minimise les autres. Puis c'est le classique des politiciens de faire ça. Fait que non, non, je veux juste enlever le crédit qui lui est donné. Ouais, puis tu sais, à un moment donné, là, on peut. C'est correct, là, assumer l'héritage du passé, puis le poids historique et politique, tout ça. Mais c'est pas nécessairement tout ce qu'on fait qui, à un moment donné, doit être éternel, ne jamais Non, changer. effectivement. C'est ça, moi, je trouve, c'est ça, en fait, qui est incroyable avec le Québec contemporain. C'est qu'on raisonne encore avec les histoires de gauche-droite, puis de progressistes, conservateurs, tout ça. Mais finalement, les plus grands conservateurs qu'on a, ce sont ces défenseurs-là du modèle social-démocrate québécois. Du moment que tu veux toucher à ça, ils réagissent de façon, disons-le, hystérique. C'est hystérique là, ce qui se passe en ce moment. Là. Oh oui. Des déclarations à l'emporte-pièce sur hey, là, on va perdre notre. C'est comme si tu as l'impression qu'on vient de se faire envahir par les Russes. Là. Il y a juste quelqu'un qui a dit qu'on pourrait peut-être permettre à des privés de produire du courant et de le vendre à une autre business qui est à côté. Permettre à deux parties de faire une entente de gré à gré ensemble avec par le biais de l'argent. Mon Dieu, hey, quel drame. Mais quel drame on est en train de subir. Là, tu te dis, mais là, on peut juste être dans l'ordre de quelque chose qui est presque religieux, là, ce genre de réaction-là. Normalement, ça devrait être un débat serein, dire c'est une bonne idée, c'est une mauvaise idée, voici les pour, voici les contre, voici c'est quoi les enjeux, voici quelle part du marché qu'on pense qui pourrait être attribuable, voici les cas typiques qu'on a en tête. Bon, Rio Tinto, une autre affaire dans le coin de Trois-Rivières et autres. Mais non, c'est les grandes déclarations. Je voyais le gars de QS qui parlait là, que le Fitzgibbon et Legault allaient il allait saccager l'État québécois.
tu sais, en fait, ça me les rend presque sympathiques. Tu sais, si ces gens-là ont raison, tu as l'impression que c'est Milei qui a été élu au gouvernement du Québec. Là. Tu sais, tu les écoutes parler, puis tu te dis, OK, dans le fond, Fitzgibbon, c'est un gars avec un tableau qui va faire à Fouera avec tous les trucs de. Mais attends, si au moins il avait raison. arrête. Là, faut faire attention à mon petit cœur. C'est trop d'excitation. Trop d'excitation, faut que je me calme. Mais si au moins ces gens-là avaient raison, c'est surtout Si ça seulement. que je me dis. Mais vraiment, ils sont disjonctés là-dessus. Ils ont pété vraiment une coche sur la question de la nationalisation, sur la question de la privatisation. Mais c'est dur de savoir comment procéder à une libéralisation/privatisation, donc de céder des actifs, mais aussi de comment ouvrir le marché. Le comment est la question la plus difficile, en fait, de toute la conversation. Et la personne que j'écoute le plus sur ça, c'est Lynn Kiesling, qui est une économiste réglementaire et qui étudie ça depuis 30 ans. Puis je la lis, puis elle a une érudition incroyable et j'ai toujours pas la réponse sur c'est quoi la meilleure manière dans le contexte québécois de procéder. Mais l'affaire, c'est qu'on n'a pas cette conversation-là, puis ça devrait être la conversation qu'on devrait avoir. La conversation qu'on a tout le temps avec les nationalistes, c'est oh, c'était René Lévesque qui a créé ça, les Anglos nous exploitaient, les compagnies privées étaient atroces. Toute cette discussion-là, là, je m'excuse, je vais être super condescendant ici, c'est moi qui ai raison. OK? Tu regardes tous les vieux documents historiques, il n'y a rien qui justifie la vieille narrative. Les prix avant la nationalisation baissaient. Les prix étaient plus bas qu'en reste en Amérique du Nord. Le fait est qu'ils étaient plus bas pour le secteur industriel en particulier. Ils étaient généralement plus bas, en dépit du fait que l'État québécois voyait ça comme une vache à lait et qu'il les taxait d'une manière éhontée. C'était le cas. Et en fait, ça, c'est la dernière chose qui était dans les points, c'est que la comparaison qui est toujours faite avec l'Ontario, qui était effectivement une des places qui avait des prix plus bas, l'Ontario payait par les impôts, donc le portrait est faussé. Celui qu'on nous donne est systématiquement faussé par ça. Mais il y a aussi un effet pervers avec ce que l'Ontario faisait. La nationalisation de l'Ontario, à toute fin pratique, a créé la nationalisation au Québec. Parce que quand l'Ontario a nationalisé, ils n'étaient pas capables de produire pour la nouvelle demande. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont demandé des quantités gigantesques au Québec. Quand les compagnies étaient privées, tu penses-tu qu'ils se disaient oh oui, moi je vais le vendre au prix que le monopole veut m'offrir? Non, non, je vais te le vendre seulement si tu m'offres plus que ce que les Québécois payent pour ça. Ben, Oui, c'est ça. fait qu'est-ce qui s'est passé? Ben, la demande excédentaire de l'Ontario s'est déplacée sur les marchés au Québec. Puis les marchés qui étaient connectés avec l'Ontario au Québec, ce qui est genre l'Outaouais, Montréal, le Haut-Saint-Laurent, ces endroits-là, les prix ont augmenté de 13 à 20 relativement aux endroits qui n'étaient pas connectés. Fait qu'au final, le push de la nationalisation est un accident de la nationalisation en Ontario. En fait, ça, c'est un truc que les gens ne sonnaient même pas. Dans les années 20-30, au Québec, tu avais des privatisations. Parce que dans le temps, tu avais les villes qui possédaient leurs propres usines, leurs propres centrales, des fois. Et les villes commençaient à privatiser, à délester parce qu'ils n'étaient pas capables de le faire aussi bien que le privé. Et ce qui a changé ça, c'est les pressions que l'Ontario a causées par accident. Puis en fait, l'élection qui a amené la première, parce qu'on oublie l'Union nationale en 1936 voulait nationaliser, quand tu tiens compte des effets locaux sur les prix de l'électricité, les comtés que les libéraux, qui étaient anti-nationalisation, dans le temps que les libéraux pouvaient porter le nom libéral, pas comme ceux que j'entends sur Twitter récemment, dans le temps qu'ils pouvaient se dire libéraux, ben, les comtés qu'ils ont perdus, c'est tous les comtés qui ont subi les hausses de prix à cause de l'Ontario. Fait que le push de la nationalisation au Québec était largement alimenté par qui? Par les effets inattendus de la nationalisation en Ontario. Alors que c'est pas. Tu sais, l'histoire que tu comptes généralement dans les trucs au Québec, c'est une histoire qui est avec presque aucun fondement dans les faits ou qui est choisie sur une lecture hyper sélective de certains faits ou d'une sélection cherry-picked de comment présenter la chose sans réaliser que, puis les gens ne font pas de mauvaise foi, je pense qu'il y en a qui disent, ben oui, c'était plus bas en Ontario avant, ben ils oublient que celui qui a posé cette affaire-là, c'était le gars qui voulait nationaliser à tout craint.
Ben, je Ben oui, m'excuse, c'est ça. mais C'est un roman national. c'est ça. C'est un roman national. Oui, puis Écoute, d'ailleurs, tu as les historiens comme Laurent Turcot qui vont dire faut pas faire dans le roman national. Chris, si toute l'histoire de l'électricité au Québec, c'est un roman national. Je veux dire, je suis le seul esti qui ne le fait pas, le roman national, avec la vision idyllique de l'électricité. Je suis le seul qui fait ces affaires-là. J'ai ça dire quand je parle de ma recherche. Mais la réalité, c'est que Chris, je suis le seul esti qui a été aux archives. Il y avait un des documents avec les données de prix là, quand j'étais à StatScan, parce que c'est là que tu pouvais le consulter. Euh, Puis ils ont le petit Chris de stamp à la fin, là, où est-ce que tu peux, pour savoir qui ouais. l'avait sorti. Tabarnak, j'étais le premier depuis 1944. Oh, ouais, fait qu'on voit que ça intéressait beaucoup les gens de raconter de s'en tenir aux faits pour Je me raconter souviens pas la date, l'histoire. mais j'étais genre, il n'y avait personne qui l'avait consulté. Oh, Là, ouais. genre, le Mais comme dans le document, temps, quand tu empruntais un livre à la bibliothèque, tu avais un petit carton là, que ouais, c'est c'était ça. écrit, là, Mais je c'était me écrit souviens genre. qu'il y avait, c'était clairement très clair quand je regardais le document que I'm the first guy to touch that shit since 1950. Quelque Ah, chose comme ça. c'est C'est que clairement j'exagère ça. les chiffres, là, ça remonte pas en arrière, mais je le savais, c'est que ça faisait longtemps que personne n'avait consulté ces affaires-là. Ben, Puis, désolé, mais non. ben, écoute, avant de terminer, continuons dans le Geloso Against Humanity. Il y a l'équipe Ah, ouais. comment je dirais ça, le politburo du Toronto Star, La Pravda. la Pravda, s'est mis sur ton cas. Écoute, ils ont monopolisé leurs plus grands éditorialistes et leurs plus grands experts pour nous pondre cet article-là sur, à toute fin pratique, la Une étude Greedflation. que j'ai écrite en 2020. Exact. Et là, on te nomme dedans, là, Here is some advice from an assistant professor of economics at George Mason University. Et là, bon, il te quote là-dedans et c'est clairement un article pour essayer de décrédibiliser ce que tu as écrit. Et tu leur as fait une annonce que j'ai trouvé quand même assez drôle. Et ça, en plus, ça leur a mis le feu au derrière, vu que tu l'as publié sur Twitter. Et non pas. Parce que autres, je pense qu'ils auraient voulu que tu fasses une réponse dans le journal ou je sais pas trop. Ouais, mais moi, C'est j'ai pas envie de faire ça parce que le processus vient avec leur autorisation. Ils prennent le temps, ça sort plus tard, il n'y a plus personne qui s'en souvient. Je le sors le jour même, c'était facile à écrire. Puis anyways, je suis sûr qu'ils ne comprennent pas à peine un tiers de ce que j'ai écrit là-dedans. Parce que pour vrai, il y avait tellement d'erreurs dans leur truc. Même des erreurs de chiffres, genre du même rapport qu'ils citent. Euh, mais en gros, c'est toujours l'affaire sur la paye des PDG des entreprises. C'est Hum. un thème récurrent que les PDG sont payés X fois plus. Mais c'est un peu de la bullshit, ce chiffre-là. Premièrement, parce qu'ils utilisent tout le temps le salaire et non pas la compensation des travailleurs. Et ensuite, ils s'assurent tout le temps de comparer avec tous les travailleurs et non pas les travailleurs des compagnies des 100 PDG qui utilisent le salaire. Dès que tu utilises la compensation totale plus des travailleurs dans les compagnies qui sont susceptibles d'avoir les PDG, les 100 plus riches, ben le chiffre qu'ils ont baisse tout le temps d'à peu près 25. Fait que, tu sais, ils commencent avec un chiffre qu'ils ont gonflé par design de 25. Mais aussi, je m'excuse, mais le top 100 des entreprises au Canada, c'est à peine 0,3 de toutes les entreprises. Puis c'est à peine 2 de toutes les grosses entreprises. C'est comme un nombre infime des entreprises qui ont 500 employés et plus. Mais si tu prends, genre, au lieu de prendre le top 100, tu prends le top 1000, donc les 1000 PDG les mieux rémunérés au Canada, le chiffre passe de leur 200 quelque chose pour un à 30 pour un. Puis, je Ouais. veux dire, oh, le chiffre n'est pas aussi époustouflant, 30 pour un. Puis là, c'est comme, ben, le chiffre qu'ils ont, c'est un chiffre qu'ils veulent pour créer de l'émotion. C'est ça Alors que qu'en j'allais réalité, dire. ils font tout pour choisir, tous leurs Ouais, critères ouais. qui sont choisis, c'est pour créer plus d'émotion. Mais Mais ça pourquoi tu as apporte quoi, choisi? ça, la discussion, ce genre Tu sais, je veux dire, pour moi, c'est des discussions de. C'est des discussions que tu as autour d'une table avec de la famille quand quelqu'un te dit un truc du genre, ben là, moi, là, je peux pas concevoir qu'un joueur de hockey gagne 4 millions par année alors que moi, je sauve des vies, tu sais, en étant pompier ou infirmier ou whatever le métier que vous voulez prendre. Là, tu dis, OK, fine, mais toi, tu peux pas le concevoir. Mais je veux Oui, dire, mais je comprends pas ce que. Tu sais, je veux dire,
À part essayer d'alimenter de la jalousie, là, parce que si on revient au gars du NPD qui essayait de cuisiner le PDG de métro, là, à part d'essayer de désigner un bouc émissaire pour expliquer la souffrance des gens, là, qui est réelle, là, je peux très bien comprendre. Moi aussi, je la fais à l'épicerie. Hein. Je le vois que les prix augmentent, puis je le vois que ça coûte cher. Attends. C'est pas des compagnies pétrolières qui te font ton épicerie? Ouais, c'est ça. Mais non, c'est ça. Contrairement à ce que plusieurs haters, je pense, je ne touche pas d'argent ni de Shell, ni de je sais pas trop quelle compagnie, ni des frères Koch, puis ni de aucun de ce genre-là. Si seulement. Mais ouais, si seulement. Si au moins je pouvais toucher le tiers de tout ce qu'on prétend que j'ai, je ferais longtemps que je serais plus là. Mais, Caribbean Island. Caribbean Island and fuck you money. Mais tu sais, je veux dire, je vois pas ce que ça apporte à la conversation. C'est OK, le PDG de métro fait, mettons, on va dire 5 millions par année. Demain matin, on capte son salaire à 300 000. Qu'est-ce que ça va changer dans la réalité des choses? En fait, probablement que l'effet va être probablement nocif parce que là, vous allez avoir une série de gens qui n'ont plus d'incitatif à performer, donc à faire baisser le coût dans XY domaine, puis vous allez avoir finalement des augmentations de prix alors que vous pensiez avoir des diminutions. Oui, bien c'est ça. Mais la question, c'est que, il y a toujours l'hypothèse que le PDG est absolument inutile à l'entreprise puis qu'il n'améliore pas du tout la gestion. Ce qui est complètement débile. Ben oui, parce que les actionnaires, c'est tous des crétins, dans le fond. Oui, les actionnaires de business, c'est tous des crétins. Puis ils nomment tout le temps quelqu'un trop payé pour gérer leur truc à leur place, alors qu'ils pourraient prendre quelqu'un et le payer 12$ de l'heure à la place. Dans le fond, c'est vraiment des caves, les gens qui sont actionnaires. Oui, les actionnaires, ils savent pas. C'est pas des gens qui maximisent leur profit. Sarcasme. Parce que je sais qu'il faut toujours que je les explique ça maintenant, parce qu'il y a des gens qui ne comprennent pas que je suis très sarcastique comme personne. Fait qu'il faut que. Je sais que toi et Yann, vous êtes habitués, là, mais il y a du monde que je suis comme. Ouais. Je pensais que c'était clair que j'étais sarcastique. Mais en tout cas, fait il y a la prémisse qu'ils n'ajoutent rien à l'entreprise ou que pour ce qu'ils sont payés, ils n'ajoutent pas assez. Ouais, c'est ça. Mais le problème, c'est que c'est pas du tout. Le PDG n'est pas payé en fonction de ce qu'il ajoute à l'entreprise. Le PDG, premièrement, est payé en fonction de qu'est-ce que le conseil d'administrateur s'attend de voir le marché se faire si le PDG n'était pas là. Fait qu'on va payer celui qui est le plus capable de corriger une situation. Tant qu'une industrie décline, ben, le PDG qui réussit à stabiliser les ventes de cette firme-là qui est en charge, ben, lui, c'est un excellent PDG parce qu'il évite le déclin. Dans ce cas-là, l'effet du PDG est très positif. Troisièmement, et beaucoup plus important encore, le PDG, c'est comme une personne qui a des talents uniques, puis c'est l'offre puis la demande qui va déterminer ça. Si la demande de PDG augmente et l'offre n'augmente pas autant, ben, ce que tu vas voir, c'est que les salaires vont augmenter. De la même manière que si demain matin, il y a moins de gens qui veulent travailler à collecter des déchets qui sont puants dans un métier qui est déplaisant et qu'il y a plus de gens qui produisent plus de déchets, ben, les salaires des éboueurs vont augmenter. Ce n'est pas la performance qui détermine ça. C'est déjà le cas d'ailleurs. Pourquoi tu as plusieurs métiers manuels comme par exemple plombier ou soudeur ou électricien dont les salaires ont considérablement augmenté dans les dernières années et dont le coût là, pour les faire venir chez vous ont explosé. Pourquoi? C'est pas parce que socialement, tout d'un coup, on s'est mis à dire dans le fond, on a reconnu le plombier à sa juste valeur, puis c'est rendu aussi noble qu'un joueur de hockey ou je sais pas quoi. Mais non, c'est qu'il y a une rareté dans ces métiers-là. Donc, tu fais augmenter la valeur du skills de celui qui est capable de faire la job. Exactement. Donc, c'est ça qui détermine la rémunération. C'est sûr que la productivité de la personne a un effet sur les salaires, mais c'est pas. Mais ça, c'est toujours, c'est pas la productivité de la personne, c'est la productivité du marché en général ou des travailleurs équivalents qui détermine ça. Mais c'est une question d'offre et de demande, largement. Et donc, en fait, pas largement, exclusivement, parce que toutes les affaires tombent dans l'offre puis la demande à toute fin pratique. Mais c'est ça qui est jamais souligné, c'est puis surtout quand tu as dit tantôt les athlètes, puis les artistes, puis les movie stars, eux autres aussi ont des augmentations de salaire massives dans les dernières décennies. En fait, on a un truc qui s'appelle The Economics of Superstars. Puis la raison, c'est que, on veut voir LeBron James jouer. Parce que si tu regardes, par exemple, les salaires dans la NBA,
Les salaires dans la NBA ont augmenté par des facteurs énormes. OK? Il n'y a personne, il y a 30 ans, si tu prends genre le ratio du salaire d'un joueur de la NBA relativement à un joueur, pas un joueur, la population moyenne, là, les gens normaux, les joueurs de la NBA aussi ont la même augmentation que ça. Mais c'est parce que maintenant, les gens veulent vraiment voir la NBA, les gens veulent vraiment voir des sports comme ça. Et ils sont prêts à payer une fortune pour aller voir des games. Puis, ben, ça reflète la demande pour voir ces talents-là jouer. Il n'y a pas de. Il n'y a rien de malicieux là-dedans. Ben Le oui. seul problème, puis c'est là que les gens du Toronto Star étaient incapables de comprendre, c'est quelle demande qu'on mesure. Est-ce que c'est la demande pour des talents managériaux unique? Ce qui est, by the way, une chose qui vaut la peine d'être mentionnée, c'est que les gens oublient que les PDG pensent que les PDG, c'est juste des PDG tout en travers le temps. Le PDG de 1950, là, la grande majorité d'entre eux ont à peine un bac. OK? Aujourd'hui, tu as à peu près 60% des PDG qui ont des maîtrises de doctorat. OK? No way around it. Ils ont tous des diplômes avancés et généralement dans des domaines poussés comme en statistique, en chimie, en biologie, en sciences de l'information. Donc, des gens qui sont dans des vrais fields. Fait que, tu sais, tu n'as pas une tonne de sociologues qui sont PDG, ça, je peux te garantir. Mais tu as des gens qui sont dans ces domaines-là, qui sont une grande proportion, qui ont des diplômes avancés. Fait que, tu sais, déjà, tu as des talents qui sont de plus en plus rares parce que tu n'as pas une tonne de gens qui peuvent faire de la physique ou des mathématiques. À ce niveau-là et qui ont aussi des talents de gestion en même temps. Okay? L'offre n'augmente pas aussi vite que la demande. Mais aussi, ce qui est important, c'est quelle demande. Là, je reviens à ce que je disais il y a 2 secondes. Quelle demande on parle? Est-ce que c'est la demande pour tous ces talents managériaux, les capacités intellectuelles, les capacités non cognitives, donc l'entre-gens, la pensée stratégique, tout ça? Ou est-ce que tu rémunères aussi un peu les talents politiques du manager? Ah Parce que oui. c'est là que tu pourrais avoir un problème. C'est est-ce que le PDG d'Air Canada, qui est dans la liste, est payé aussi bien qu'il est payé parce que c'est un bon manager ou parce qu'il y a des bons contacts politiques puis il est capable de se faire aller pour protéger Air Canada de toute tentative de changer la loi sur le transport aérien au Canada pour permettre le cabotage, ce qui serait la plus grosse menace au profit d'Air Canada, c'est de permettre tous les vols domestiques d'être ouverts à la concurrence. Disons que Air France peut prendre quelqu'un d'Edmonton, l'amener à Toronto, puis après ça, l'amener à Paris. Non, maintenant, il faut qu'Air Canada amène le gars d'Edmonton à Toronto, puis après vers Paris sur un Air France. Permettre à Air France de faire des vols domestiques, c'est la pire menace qui se passerait pour. Pourquoi qu'Air France n'arrive pas d'en faire une tonne? Air France est largement inefficace comme firme. Mais d'autres firmes, genre Sunwings, pas Sunwings, American Airlines, Delta Airlines, Southwest Airlines. La seconde que tu permets ça, Air Canada capote. Mais présentement, la paye du PDG, il y a un pourcentage de cette paye-là qui est déterminé en fonction du fait qu'il est capable de parler aux politiciens. Ça ne devrait pas être un talent qu'on rémunère. Et puis ça, je le dis de manière purement normative, tu ne devrais pas considérer, en fait, pas tu ne devrais pas, un CA ne devrait pas avoir à tenir compte de la rémunération, des talents politiques du PDG. Malheureusement, le jeu politique fait qu'ils doivent en tenir compte et donc tu as des PDG qui Ouais. sont choisis parce qu'ils ont un certain acumen politique. Ouais. Et Le ça classique, c'est l'ancien politicien qui devient genre VP de la firme. chairman ou VP de telle firme, tout ça, avec un gros Exactement. salaire. Puis l'essentiel de pourquoi il a été recruté, c'est parce qu'il y a un téléphone dans lequel il y a les numéros personnels de toutes les autres personnes qu'on voudrait contacter. Exactement. Ben, le PDG de Bombardier est aussi un exemple classique, quelqu'un qui avait des relations très proches avec le pouvoir politique systématiquement. En fait, on se souviendra dans le référendum de 95, les Baudouins étaient particulièrement à l'avant-plan de la campagne référendaire parce qu'on présentait Bombardier comme étant un incroyable symbole du génie québécois, alors que moi, ce que je voyais, c'était un incroyable symbole, peut-être du génie, en fait, en partie du génie, mais aussi de lobbying politique pour des traitements de faveur dans l'octroi de contrats, etc., de protectionnisme. Donc, malheureusement,
la paye des PDG, c'est comme le sujet sur lequel des gens comme le Toronto Star font du populisme, font du cheap populisme, puis ils ne sont pas capables de tenir compte des facteurs plus importants, en fait, d'avoir la bonne analyse, mais aussi de tenir compte des facteurs qui peut-être devraient nous causer de l'indignation, comme le fait qu'on récompense des talents politiques, pas des talents managériaux. Ouais, c'est ça. Écoutez, on va s'arrêter là-dessus pour aujourd'hui. Si vous voulez avoir tous les podcasts et les parties Patreon, vous pouvez nous rejoindre justement sur le Patreon. Exceptionnellement, aujourd'hui, on va s'arrêter là parce que, comme je l'ai dit au début de podcast, on avait une histoire de conflit d'horaire. Yann ne pouvait pas être là. Vincent, il y avait un cours. Bon, bref, c'est un petit peu plus compliqué qu'à l'habitude. Mais sur Patreon, vous avez beaucoup de contenu à vous mettre sur là-dedans, des discussions tous moins généreuses les unes que les autres. Fait que joignez-vous à cette crowd-là et vous allez en avoir pour votre argent, je vous le garantis. Sur ce, ben, on se reparle la semaine prochaine.